Salut à tous, Manu, c'est Jean-Mi. Imaginez un peu la scène. Les dés viennent d'être jetés au centre de la table, tout le monde se penche pour un peu les regarder. Personne ne parle vraiment, chacun analyse rapidement la situation. Puis, presque tous en même temps, les joueurs prennent une carte et la posent face cachée devant eux. À ce moment-là, personne ne sait ce que les autres ont choisi. Mais tout le monde sait qu'une seule décision peut changer la manche. Parce que, dans Carnival of Sins, on ne joue pas des héros, on joue des pêcheurs. Je nous plonge au cœur d'un carnaval de la Nouvelle-Orléans un petit peu particulier. Les masques sont élégants, la fête basse sont pleins. Mais derrière chaque masque se cache surtout une intention. Avarice, orgueil, colère. Chacun va utiliser ses péchés pour manipuler les dés, perturber ses adversaires, et bien entendu, essayer de repartir avec le meilleur score. Le principe est simple, mais ce qui se passe autour de la table devient vite très intéressant. À chaque manche, tous les dés sont lancés au centre de la table. Les joueurs observent les résultats, puis chacun choisit l'un des 7 péchés capitaux. Quand les cartes se retournent les unes après les autres, les effets se déclenchent. Les dés changent parfois de main, et chaque décision peut bouleverser l'équilibre de la manche. Très vite, la partie devient un jeu d'observation et de timing. On observe les dés, bien sûr, mais on regarde aussi les autres joueurs. On essaie de deviner quelles cartes ils ont jouées, celles qu'ils vont garder pour plus tard, et à quel moment ils vont tenter leur coup. Carnival of Sin est un jeu pour 2 à 5 joueurs pour des parties assez rapides, entre 10 et 20 minutes. Il est imaginé par Lex Nogues et illustré par Vicente Cifuentes. Le jeu est édité par Actarius Edition, il est recommandé à partir de 10 ans. Mais ce qui marque vraiment quand on y joue, c'est la dynamique qui se crée autour de la table. Les manches sont rapides, les choix sont simples mais rarement évidents. Et chaque révélation de carte peut provoquer un petit retournement de situation. On observe, on anticipe, on réagit, et parfois tout bascule en quelques secondes. C'est un jeu qui fonctionne beaucoup sur les interactions, sur le moment où on décide de jouer une carte plutôt qu'une autre, et sur la manière dont les joueurs influencent la manche, sans jamais tout contrôler. Alors, maintenant que l'ambiance du carnaval est posée, on va voir comment ça se passe. Après ce premier aperçu du carnaval, on va maintenant prendre le temps de voir comment fonctionne réellement une partie de Carnival of Sins. On va commencer par regarder le matériel, puis la mise en place pour comprendre comment la partie s'installe autour de la table. Ensuite, on détaillera le déroulement d'une manche, les effets des 7 péchés et la manière dont les joueurs vont utiliser les dés pour marquer des points ou compliquer la vie des autres. Une fois les règles bien posées, on prendra aussi un moment pour parler d'expérience de jeu et de ce que le jeu crée réellement autour de la table, et de ce qui les rend intéressants à jouer. Et comme toujours, je terminerai par un avis personnel pour voir à qui ce jeu peut vraiment plaire et dans quel type de groupe il fonctionne le mieux. Alors installez-vous et commençons tranquillement par la présentation. Au cœur du carnaval de la Nouvelle-Orléans, les masques ne servent pas seulement à cacher des visages. Ils dissimulent aussi les véritables intentions de ceux qui cherchent à devenir les plus grands pêcheurs de la ville. Dans le jeu, chaque dé lancé et chaque carte jouée peut vous rapprocher ou vous éloigner de la victoire. La ruse et la stratégie sont essentielles. Seuls les joueurs capables de contrôler leurs désirs et de jouer leurs cartes avec sagesse pourront triompher dans ce jeu de tension et de fortune. Bienvenue dans Carnival of Sins. Dans le jeu, vous trouverez 7 types de dés différents, 6 dés noirs et un dé blanc, 35 cartes pêchées, soit 7 cartes par joueur, une carte diable, 5 cartes aide de jeu, ainsi que bien entendu, un bloc de score. Pour la mise en place, commencez par prendre une feuille de score et écrivez le nom de tous les joueurs. Cette feuille servira à suivre les scores tout au long de la partie. Chaque joueur reçoit ensuite une main de 7 cartes, représentant les 7 péchés. Les ensembles de cartes peuvent être identifiés grâce au masque présent au dos des cartes. Ensuite, attribuez la carte diable, soit au hasard, soit au joueur qui avoue avoir commis le péché le plus récent. Une partie de Carnival of Sins se joue en 7 manches. À chaque manche, les joueurs vont tenter d'obtenir le score le plus élevé, tout en utilisant leurs cartes pour interagir avec les dés et tourmenter leurs adversaires. À la fin de la 7e manche, le joueur avec le score le plus élevé remporte la partie. Chaque manche commence par le joueur qui possède la carte Diablo. Ce joueur lance tous les dés sur la table. Ensuite, tous les joueurs choisissent secrètement une carte péché dans leurs mains et la placent face cachée devant eux. Une fois que tout le monde a choisi sa carte, les péchés sont révélés dans l'ordre. D'abord le joueur avec la carte Diablo, puis les autres joueurs dans le sens des aiguilles d'une montre. Chaque joueur effectue alors les actions indiquées sur sa carte péché. Ces actions peuvent consister à prendre des dés, chercher à obtenir le score le plus élevé, et tourmenter les autres joueurs pendant la manche. C'est-à-dire, là, les dés ont été lancés. Chaque joueur va donc choisir une carte qu'il place face cachée devant lui. Ce joueur-là est le premier joueur. Il va d'abord la révéler, ensuite il la révèle, et ainsi de suite. La partie se déroule sur 7 manches au total. Une fois la 7e manche terminée, vous comparez les scores. Le joueur ayant le score le plus élevé devient le plus grand pêcheur de la Nouvelle-Orléans et remporte la partie. Donc, au début de chaque manche, le joueur qui possède la carte diable lance tous les dés au centre de la table. Si un ou plusieurs dés tombent de la table, tous les dés doivent être relancés.
Une fois les dés lancés, ils ne peuvent plus être déplacés. Après avoir observé les résultats des dés, chaque joueur choisit une carte pêchée dans sa main à la place face cachée devant lui. Lorsque tous les joueurs ont choisi leur pêché, les cartes sont révélées dans un ordre précis. On commence, comme je vous ai dit, par le joueur qui possède la carte Diablo, puis on continue dans le sens de l'aiguille d'une montre. Chaque joueur révèle alors sa carte et résout l'effet de son péché. La plupart des péchés permettent au joueur de prendre un ou plusieurs dés noirs présents sur la table. Lorsqu'il prend un dé, il doit la placer sur sa carte péché. La valeur obtenue lors du lancer est conservée. Cette valeur ne peut pas être modifiée. Les dés placés sur les cartes péchées deviennent verrouillés. Ils ne peuvent plus être pris par d'autres joueurs, sauf si un joueur utilise luxure. Je reviendrai quand je vous expliquerai les effets des péchés. C'est-à-dire que si un dé est comme ceci sur une carte, aucun autre joueur ne pourra l'utiliser. Une fois que tous les péchés ont été révélés et résolus, on passe au comptage des points. Les points correspondent à la valeur totale des dés placés sur les cartes péchées ou ce qui est indiqué par la carte péchée. Ensuite, le ou les joueurs ayant le score le plus faible gagnent également des points indiqués sur le dé blanc. On détermine ensuite qui reçoit la carte Diablo pour la prochaine manche. Si personne n'a joué Orgueil, alors le joueur ayant le score le plus faible de la manche reçoit la carte. Ce calcul se fait après l'application de l'effet du dé blanc. En cas d'égalité, la carte Diable revient au dernier joueur ayant révélé son péché. Les cartes péchées jouées restent sur la table. Elles ne retournent pas dans la main des joueurs. Lors de la manche suivante, le nouveau péché doit être joué au-dessus du péché joué au tour précédent, comme ceci. Et rappelez-vous, se rappeler des péchés déjà joués n'est pas un péché. Les joueurs peuvent donc utiliser leur mémoire à leur avantage. Au début de chaque manche, le joueur qui possède la carte Diablo lance les 7 dés. Parmi ces dés, les 6 dés noirs. Et un dé blanc. Les dés noirs ont des formes différentes et un nombre de faces différents, ce qui influence leur probabilité. Ici, c'est de 1 à 4. Pour les dés 6, le noir et le blanc, de 1 à 6. Le dé 8, de 1 à 8. Le dé 10, de 1 à 10. Le 0 correspondant à 10. De 1 à 12 et de 1 à 20. Les dés noirs sont ceux que les joueurs peuvent prendre depuis la table grâce aux effets des péchés. Le dé blanc, lui, est particulier. Il ne peut être pris par aucun joueur, quels que soient les effets de péché utilisés. À la fin d'une manche, le ou les joueurs ayant le score le plus faible gagnent des points égaux à la valeur indiquée sur le dé blanc. Cet effet peut modifier le joueur qui recevra la carte Diablo pour la manche suivante. Chaque carte péchée possède un effet spécifique qui se déclenche lorsqu'elle est révélée et résolue. Ces effets permettent de prendre des dés, interagir avec les dés des autres joueurs ou modifier le déroulement d'une manche. Passons au détail des différents péchés et des différents effets de cartes. Avec Avarice, vous prenez 2 dés non verrouillés ayant la même valeur sur la table. S'il n'y a pas de dés avec la même valeur, vous ne prenez aucun dé. Donc là, je ne peux prendre aucun dé. Alors que dans cette situation-là, je prendrai ces 2 dés comme ceci, et ils sont verrouillés. Avec Gourmandise, vous prenez le dé ayant la valeur la plus élevée sur la table. En cas d'égalité, vous choisissez l'un des dés concernés. Donc là, le plus élevé, c'est le 8, donc je le poserai comme ceci. Avec l'envie, vous marquerez le même nombre de points que le joueur possédant la carte Diable. Avec Luxure, vous prenez un dé impair et un dé pair. L'un des 2 dés doit provenir de la table. L'autre peut être pris parmi les dés verrouillés d'un autre joueur. S'il n'existe aucune combinaison valide impair-pair, vous ne prenez aucun dé. Par exemple, dans cette situation-là, je pourrais prendre le 7 et le 8. Et si le 8 était chez un adversaire, je pourrais le prendre également, même s'il est verrouillé. Avec l'orgueil, ce péché se résout à la fin de la manche. Vous prenez tous les dés restants sur la table, s'il en reste. Vous prenez également la carte Diable pour la manche suivante. Si plusieurs joueurs jouent Orgueil, ils prennent les dés en alternance, en commençant par le premier joueur à l'avoir révélé. Le dernier joueur à jouer Orgueil reçoit la carte Diable pour la manche suivante. Avec Paresse, vous prenez le dé le plus proche de vous. Vous ne pouvez pas prendre un dé bloqué par une autre personne. C'est-à-dire que là, imaginons que je sois à cet endroit de la table, le dé le plus proche est celui-là, donc je n'ai pas le choix, je prends celui-ci. Et finalement, la colère, vous prenez n'importe quel dé noir, sur la table, soit parmi les dés verrouillés d'un autre joueur. Pour relancer ce dé, s'il provient d'un autre joueur, celui-ci doit le replacer sur sa carte péché avec le nouveau résultat. S'il provient de la table, laissez-le à l'endroit où il s'arrête. Vous pouvez essayer de heurter d'autres dés pour modifier leur résultat. Si vous touchez un ou plusieurs débloqués par un autre joueur, replacez-les sur leur carte péché avec leur nouveau résultat. Par contre, attention,
Si un dé tombe de la table, vous prenez sa valeur en point négatif avant de le relancer doucement sur la table. La colère ne permet pas de bloquer des dés sur votre carte. Vous ne gagnez donc aucun point de cette manière pendant la manche où vous jouez ce péché. Avant de passer à mon avis, si cette vidéo vous plaît, si vous l'avez trouvée intéressante, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un commentaire. C'est un petit geste qui permet de faire grandir la chaîne et de continuer à vous proposer ce genre de contenu. Passons maintenant à mon avis. Quand on découvre Carnival of Sin pour la première fois autour de la table, ce qui marque immédiatement, c'est la façon dont le jeu parvient à créer une dynamique très naturelle entre les joueurs. Les règles sont simples à expliquer, la mise en place est rapide et on comprend assez vite ce qui est attendu de nous. Pourtant, derrière cette accessibilité, on sent très vite qu'il y a un petit jeu d'anticipation et de lecture des autres qui s'installe progressivement. La sensation en jeu repose beaucoup sur ce moment particulier, qui arrive à chaque manche. Les dés sont lancés au centre de la table, tout le monde observe les résultats. Et un petit silence s'installe pendant que chacun choisit secrètement son péché. C'est un moment très simple, mais il crée une tension subtile. Les joueurs évaluent les dés disponibles, se demandent quelles cartes les autres pourraient jouer, et essaient de choisir le bon moment pour utiliser leur propre carte. Cette phase donne au jeu une atmosphère assez agréable, presque théâtrale, surtout quand les cartes commencent à être révélées une à une. Le rythme est également un point fort du jeu. Les manches s'enchaînent rapidement, sans lourdeur, et chaque action reste claire. Les effets des péchés sont suffisamment distincts pour être mémorisés facilement, ce qui permet aux joueurs de rester concentrés sur leur choix plutôt que sur les règles. Cette fluidité donne à la partie un tempo très naturel. On ne passe pas son temps à vérifier des détails. On joue, on observe, on réagit. La partie avance presque toute seule. L'ambiance autour de la table profite aussi beaucoup de cette simplicité. Comme les cartes interagissent parfois directement avec les dés, ou avec ceux des autres joueurs, il y a régulièrement de petites surprises. Certaines décisions peuvent légèrement changer l'équilibre d'une manche, et cela crée des moments de discussion et de réaction entre les joueurs. Sans jamais devenir chaotique, le jeu garde ce petit côté imprévisible qui entretient l'attention de tout le monde. Le thème des péchés capitaux s'intègre plutôt bien à l'ensemble. Chaque carte représente un comportement identifiable et assez intuitif. L'avarice cherche des identiques, la gourmandise s'approprie le meilleur des disponibles. L'envie se mesure au joueur qui détient la carte Diable. Et l'orgueil finit par récupérer les dés restants, tout en s'emparant de la carte Diablo pour la manche suivante. Les effets des cartes évoquent assez clairement l'idée de ces péchés, ce qui rend l'ensemble cohérent et facile à retenir. Ce qui rend les décisions intéressantes, c'est la gestion des 7 cartes péchés sur l'ensemble de la partie. Chaque carte ne peut être jouée qu'une seule fois. On commence assez vite à réfléchir à leur timing. Certaines situations sur la table semblent parfaites pour une carte précise, mais on peut aussi hésiter à la jouer trop tôt. Il y a donc un petit équilibre entre saisir l'opportunité du moment et garder certaines options pour les manches suivantes. Cette gestion crée une réflexion légère mais constante tout au long de la partie. L'ordre dans lequel les cartes sont révélées ajoute également une dimension tactique. Comme les effets se résolvent en commençant par le joueur qui possède la carte Diablo, puis, dans le sens de l'aiguille d'une montre, la position autour de la table peut même influencer certaines décisions. Parfois, agir en premier donne un avantage évident. D'autres fois, attendre que les autres joueurs aient récupéré certains dés peut ouvrir des opportunités différentes. Ce détail contribue à rendre chaque manche un peu différente. Le système des dés participe aussi beaucoup au charme du jeu. Les différentes formes et les probabilités variées donnent au centre de la table un aspect visuel assez vivant. Chaque lancer crée une nouvelle configuration que les joueurs doivent interpréter. Certains dés offrent des valeurs modestes mais régulières, tandis que d'autres peuvent proposer des résultats beaucoup plus élevés. Cette diversité crée des situations variées qui encouragent les joueurs à adapter leurs choix d'une manche à l'autre. En termes d'accessibilité, Carnival of Sin se montre très accueillant. Les bases sont faciles à comprendre, même pour des joueurs qui découvrent les jeux de société modernes. Le fonctionnement général, lancer des dés et choisir une carte, récupérer des valeurs, est très intuitif. La courbe d'apprentissage est douce, et les joueurs commencent rapidement à se sentir à l'aise avec les différentes cartes. Progressivement, ils prennent aussi conscience des possibilités de timing et d'interaction, ce qui enrichit l'expérience au fil des parties. Leur rejouabilité repose principalement sur les situations générées par les dés et sur les choix des joueurs. Comme la combinaison des résultats change constamment et que chacun utilise ses cartes à des moments différents, les parties ne se déroulent jamais exactement de la même manière. Les interactions entre les joueurs et la gestion du moment où jouer chaque péché donnent au jeu une certaine variété. On retrouve la même structure, mais les dynamiques autour de la table évoluent naturellement. Ce qui ressort aussi, c'est la capacité du jeu à créer un moment convivial. Les règles sont suffisamment claires pour ne pas interrompre le rythme, et les manches sont assez courtes pour maintenir l'attention de tous les joueurs. On observe les dés, on essaie de deviner les choix des autres, et on réagit aux révélations successives. Ce type de dynamique favorise les échanges et les petites réactions autour de la table, ce qui contribue beaucoup au plaisir du jeu. Pour le public, Carnival of Sin fonctionne particulièrement bien, avec des groupes qui apprécient les jeux accessibles et interactifs.
Les joueurs qui aiment observer les autres, réagir aux opportunités et profiter d'une certaine spontanéité dans les parties, y trouveront facilement leur compte. Le jeu s'installe rapidement, se comprend vite et propose une expérience qui reste dynamique du début à la fin. Au final, Carnival of Sins propose une expérience qui repose sur un équilibre agréable entre simplicité et interaction. Les mécaniques sont claires, le rythme est fluide et les choix restent intéressants tout au long de la partie. Le jeu réussit à créer une atmosphère particulière autour de la table, où l'observation, le timing et les réactions des joueurs prennent naturellement leur place. Et les illustrations sont magnifiques. La qualité des cartes est vraiment au rendez-vous. C'est vraiment un jeu que j'ai beaucoup apprécié. Et pour les rôlistes, vous avez un set de dés, du coup compris avec le jeu. Et sur ce, je vais vous dire bonne partie et bon jeu!